Bonjour, 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 bonsoir. Merci d'être encore avec nous. Il fait chaud. On va garder les fenêtres grandes ouvertes, comme ça aère un petit peu. Euh, Avant de lancer cette table ronde, je rappelle que Goodluck est associé au 4e rencontre des pensées de l'écologie à Cluny. Ça se déroulera du 13 au 15 novembre, on me demandait de le rappeler, où ça continuera de parler des facteurs de progression et de régression de l'écologie, les alliances possibles pour plus d'écologie. Il y a Annie Le Fur qui est dans la salle, je crois, et qui est tout au fond là-bas. Donc si ça vous intéresse aussi d'avoir plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, nous, on se retrouve une nouvelle fois pour la dernière table ronde de la journée, mais pas à la fin de cette journée, parce qu'après, ça poursuit avec un spectacle juste après. Et celle-ci s'intitule donc Système D, D comme débrouille, parce que on a une petite continuité avec le spectacle que celles et ceux qui étaient là hier soir ont eu la chance de voir, qui était consacré au tutoriel, que ce soit pour apprendre à marcher, à survivre quand on tombe sous la glace, etc. Alors, je pense que vous n'allez pas nous apprendre ce genre de choses très précisément, mais on voulait discuter avec vous trois, de ce que c'est toute cette mouvance autour de la bricole, de la débrouille rurale ou non, et de quelle manière ça peut ouvrir des perspectives, se réapproprier certains savoirs techniques, et de quelle manière ces savoirs techniques, comme on le voyait juste avant avec l'atelier paysan, débouchent sur des organisations politiques. Et donc, on est très content de vous avoir toutes les trois et tous les trois avec nous. Je commence par tout de suite à ma droite, Morgane Meyer. Tu es spécialiste de la participation et de la co-construction des connaissances. Tu as soutenu une thèse à l'université de Sheffield et tu étudies globalement la production de connaissances et de techniques en dehors ou aux frontières des institutions scientifiques. Au milieu, Fanny Hugues. Tu as, toi, de ton côté, soutenu une thèse sur les débrouilles rurales qui s'intéresse aux modestes économes, au prisme de l'ethnographie ethno-comptable. Il va falloir que tu nous racontes ça. Et c'est long. Je peux déjà dire que tu as regardé 31 foyers dans 6 départements et que tu vas nous faire une petite typologie à partir de tout ça. Et donc, tout à notre droite, Julie Madon. Toi, tu es spécialiste de la réparation, notamment. Tu as soutenu aussi une thèse sur l'art de faire durer, qui a donné lieu à un livre que l'on peut retrouver à la librairie là-bas. Un roman aussi, qui n'est pas directement lié à la table ronde, mais qu'il faudra regarder aussi. D'accord. C'est faire durer les maisons. Et tu t'es aussi intéressé à quelque chose qui s'appelle la grande bricole, qui est cette espèce de grande structure que vous avez peut-être vue dans la cour là-bas. Donc tu pourras nous dire un petit peu comment ça s'est passé et ce que ça implique en termes de bidouille et de bricolage. Et moi, j'ai pas fait de thèse, du coup, je vais vous laisser parler, parce que c'est vous qui allez tout nous raconter. Pour commencer, est-ce que Fanny, tu pourrais nous rappeler un préambule important qui est que quand on s'intéresse à tous ces savoir-faire vernaculaires, il y a un écueil dans lequel certaines personnes peuvent parfois tomber dans l'analyse qui consiste à dire « Ah bah c'est bien, c'est des pratiques écologiques », alors que ce sont des pratiques écologiques sous contrainte financière et qui consisteraient parfois à faire des personnes en situation précaire des bons écolos un peu par défaut. Comment est-ce que, au travers de l'enquête que tu as menée, tu te positionnes pour éviter de reproduire cet écueil-là qui va nous guider un petit peu pour toute cette discussion? Merci beaucoup et puis bonjour à toutes et à tous. Peut-être je vais revenir rapidement sur le sujet de ma thèse et comment est-ce que je l'ai construit, juste pour que je contextualise aussi d'où est-ce que je parle et de qui est-ce que je parle. Donc j'ai fait une thèse qui, à la base, s'intéressait au fait de vivre de peu en milieu rural. Et en fait, très rapidement, donc en menant une enquête ethnographique, donc un petit peu gros mot sociologique, auprès de ménages donc, qui vivaient avec peu d'argent à la campagne, je me suis rendu compte que le vivre de peu, cette expression-là ne marchait pas, parce que les espaces domestiques que je visitais étaient pleins, les garages étaient pleins, les garde-manger étaient pleins, les jardins étaient pleins, les ateliers étaient pleins, et c'est pas parce qu'il y avait peu d'argent qu'il y avait peu de ressources non monétaires. Et c'est notamment des personnes qui parvenaient à se débrouiller avec peu d'argent en mettant en place d'importantes pratiques de subsistance, donc qui faisaient leur potager, qui faisaient leur bois, qui récupéraient, qui bricolaient, donc qui réparaient, qui fabriquaient, qui échangeaient dans le cas de troc ou d'échanges non marchands, et qui du coup parvenaient à bien s'en sortir. Et c'est important le bien, parce qu'en fait ces personnes faisaient que me dire je me débrouille, c'est la débrouille, système D, système débrouille, système des merdes, etc. Et là, je me suis dit, en fait, je vais prendre au sérieux ce terme-là de débrouille et je vais en faire mon objet d'étude. Et c'est comme ça que j'en suis venue à parler de débrouille rurale,
pour désigner donc ces modes de vie populaires, économes, ruraux, et donc qui sont fondés sur ces pratiques de subsistance-là. Et une question qui était, pour me raccrocher à ta question, une question sous-jacente à ça, c'était... en fait, ces modes de vie et ces personnes que j'ai nommées modestes économes, parce que ce sont des personnes qui vivent avec des ressources économiques modestes, mais qui font aussi preuve d'une modestie dans le sens qu'ils ne cherchent pas à se faire remarquer, qui font preuve d'une certaine discrétion, et puis économes parce qu'elles mettent en place des pratiques économes. Et donc, j'avais l'impression que, et en fait, quand on s'intéresse de près à leur mode de vie, on se rend compte qu'en fait, c'est des modes de vie hyper économes et hyper sobres. C'est des personnes qui se déplacent très peu. Certes, elles ont des vieilles voitures qui roulent au diesel, mais en fait, elles organisent tous leurs déplacements, etc. Leur alimentation est produite sur place, et en termes de logement, elles vivent dans des petits logements, elles chauffent souvent une pièce, etc. Et donc j'en suis venue à leur demander, en fait, est-ce que tu te dirais écolo, est-ce que tu es écolo, enfin, est-ce que c'est de l'écologie? Et à ce moment-là, j'ai fait face soit à des silences, soit à des refus, soit à des incompréhensions, et puis souvent à, mais en fait, c'est pas écolo, c'est du bon sens. Et c'est là que donc j'ai dû, à la fois pour une sociologue, quand des choses sont envoyées au bon sens, au naturel, au logique, ça nous satisfait pas. Et en même temps, on sent qu'il y a un truc à aller creuser derrière. Et du coup, c'est comme ça que j'ai essayé de remonter le fil de leur trajectoire par des récits de vie, et puis que j'ai confronté aux pratiques qu'ils mettaient en œuvre pour comprendre donc d'où est-ce que ces choses-là venaient. Et du coup, et donc en fait, l'écueil, ce serait d'arriver, et comme j'ai pu le faire avec un certain ethnocentrisme de classe, là aussi c'est un peu en gros mots, mais pour dire, en fait, en disant est-ce que t'es écolo, est-ce que c'est écolo, j'arrivais avec une définition hyper implicite de ce qui était écolo, potentiellement donc rattachée à une forme d'écologie dominante, donc qui venait des villes, qui venait des gens d'en haut, et donc en fait ces gens, en me disant non, je suis pas écolo, alors même qu'ils le sont d'une certaine manière, en ne voulant pas se rattacher à cette étiquette-là, faisaient preuve d'une forme aussi d'autonomie symbolique, etc. Bon, ça j'y reviendrai après, et voilà pour déjà ça. Super, c'est un point très important à avoir justement en tête sur toute cette discussion, parce qu'il y a eu cette espèce de méprise à un moment justement pour dire voilà le bon écologisme, donc on ne peut ne rien changer, si ce n'est peut-être le diesel à un moment. Julie, toi de ton côté, est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur peut-être 10 années d'évolution, quelque chose comme ça? Il y a eu toute cette mouvance dont on parlait tout à l'heure autour des Fab Labs, des Makerspace, des Hackerspace. Toi qui regardes tout ce travail de bricole, est-ce que tu pourrais nous dire où on en est un petit peu? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est dynamique? Est-ce qu'on est passé à autre chose? On parlait tout à l'heure de l'évolution sémantique autour des tiers-lieux qui ont tout un bagage symbolique. Actuellement, comment est-ce que tu vois ce champ-là? Alors, une grande question. Je pense que là aussi, je vais peut-être recontextualiser un peu d'où je parle. Je suis aussi sociologue et j'ai travaillé du coup sur la durée de vie des objets, sur les gens qui font durer. Définition très vaste. Vraiment, tout le monde peut potentiellement se reconnaître dans ce que je dis. Donc, ça fait du monde. Et effectivement, ça fait pas mal d'années que je commence à avoir un peu étudié ces histoires-là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit une évolution dans la mise à l'agenda public de ces notions, et notamment, pour vous donner un exemple très précis, moi, quand je faisais ma thèse, donc j'ai soutenu il y a 3 ans, quand j'ai commencé ma thèse, c'était en 2018, je crois. Et à chaque fois, les gens ils me demandaient « Tu fais quoi comme thèse? C'est quoi ton sujet ?» et tout ça. Et du coup, je disais « C'est la durée de vie des objets pour les consommateurs. » Et là, ils me regardaient, ils étaient ok, qui fait ça? Genre, pas trop intéressant, ou alors juste incrédulité. Et du coup, je rajoutais obsolescence programmée, ce genre de choses. Et là, petite lumière dans les yeux, tout le monde qui était là, ouais, mais attends, moi justement, ma machine à laver, là, j'en ai trop marre parce que ça. Et donc, tout de suite, on voit que, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'obsolescence programmée, en 2015, il y a eu une loi qui punit l'obsolescence programmée. Il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet dans les années 2010 à peu près. Et donc, en fait, on a entendu ce terme à la radio, à la télé, et donc ça a commencé à problématiser cette histoire. Après, on a eu un autre terme qui arrivait, je ne dis pas qu'il l'a remplacé du tout, c'est vraiment voilà, ils se côtoient. Il y a le terme de minimalisme. Alors, qui atteint aussi des personnes un peu différentes, mais voilà, moi j'ai des personnes qui, quand je les interviewais, qui étaient un peu arrivées à la durée de vie des objets par ce biais-là, en disant j'ai regardé Marie Kondo, alors je ne sais pas si vous avez la ref, mais c'est une femme qui aide les gens à ranger, faire du tri dans leurs affaires et se débarrasser et
avoir ce mode de vie-là qu'ils appellent plutôt minimaliste, parce que c'est tout un courant. Et donc voilà, là, les profils qui vont s'y intéresser pour d'autres raisons. Et plus récemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de sobriété. Et la sobriété, moi, quand j'ai commencé ma thèse, on n'en entendait pas trop parler. Et ça fait un petit peu le pont avec ce que tu disais. Je vais essayer de le faire habilement. Mais quand tu parlais du fait que on peut avoir un peu une vision de l'écologie très urbaine, classe aisée, diplômée, qui va être une forme d'écologie du geste. Donc, moi, j'ai des panneaux solaires sur mon toit, je mange bio, voilà, vraiment basé sur des gestes qui sont valorisés aussi socialement. Et il y a une autre forme d'écologie qui est de fait plus efficace en termes d'impact, qui est juste de consommer moins, de faire moins. Et donc ça, c'est justement, quand on parle de sobriété, on parle de ça. Voilà, il y a des rapports du GIEC qui en parlent pas mal et qui ont justement conceptualisé cette histoire-là de, voilà, en fait, ce qui est important, c'est juste de réduire les quantités qu'on consomme. Et donc là, en fait, on englobe beaucoup plus de monde derrière cette notion. Donc voilà un peu une évolution des termes qui ont été employés, de comment est-ce qu'on en parle dans l'espace public. Après, en termes de pratique, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai enquêté de manière plutôt qualitative, donc avec des terrains très précis. Après, il y a des grandes stats quand même qui ont été faites par l'INSEE, voilà, des stats à l'échelle nationale. Un truc qui est quand même assez parlant, c'est que aujourd'hui, on a à peu près 3 Français sur 4 qui disent « Bon, quand même, on est dans une société où on consomme trop, là, ça va pas. » Mais entre ce qu'on dit et les pratiques, il y a un petit gap. C'est-à-dire que quand même, on a, là, c'est pas moi, encore une fois, je cite une étude, mais voilà, plus de la moitié des Français qui sont quand même attachés à un mode de vie quand même assez consommateur. Quand même, on vient d'une société qui nous incite à consommer toujours des choses neuves, à être attiré par la nouveauté. Donc on sent quand même les comportements ne sont pas forcément en évolution et en adéquation avec les discours. Mais peut-être un dernier chiffre qui quand même donne de l'espoir. Moi j'ai pas mal enquêté dans les Repair Café. Est-ce qu'il y en a qui connaissent, si vous levez la main Ah, oh ouais, non mais les gens sont bien informés. Et vous faites quoi après? Vous avez le temps pour répondre à quelques questions éventuellement? Repair Café, atelier de réparation bénévole, c'est des ateliers qui regroupent des réparateurs, réparatrices hyper passionnés par la réparation, et puis des gens qui peut-être s'y connaissent un peu moins et qui viennent avec leur grille-pain en disant « je ne sais pas quoi faire », et ils passent l'après-midi à réparer ensemble. Et les Repair Café, pour vous donner un ordre d'idée, en 2016, donc avant que je commence ma thèse, il y en avait 900 dans le monde entier. En 2024, il y en avait 3500. Donc on voit qu'il y a quand même un essaimage de ces structures-là. Je n'ai pas regardé pour les ressourceries, mais il y a vraiment plein de structures collectives qui se mettent en place vraiment à l'échelle associative en fait, et qui se développent énormément. Donc c'est vrai que ça c'est quand même un point positif, on va dire, si je dois être biaisée, alors que je suis neutre en tant que sociologue évidemment. Morgane, tu vas nous répondre à une question qui est justement pas celle qui est posée par les tutos. Ce que montrait bien le spectacle hier, c'est qu'à chaque fois les questions des tutos, ça commence par comment. Et je vais te demander pourquoi. Pourquoi est-ce que justement on voudrait réparer, faire durer, s'approprier toutes ces techniques? On entend souvent dire que ça nous rend puissants, que ça nous rend fiers, etc. Qu'est-ce que je gagne très concrètement comme puissance à savoir réparer ma machine à laver ou mon grille-pain? Il y a plein de... Tu as déjà répondu en partie dans ta question. Donc il y a le côté psychologique, les bienfaits psychologiques, la fierté, la confiance qu'on prend quand on est capable de bricoler. Il y a bien sûr aussi les questions économiques. Donc on peut économiser de l'argent si on sait réparer différents types d'outils. Et pour aller encore plus loin, on peut dire c'est un geste vraiment politique. Dans la question que tu nous avais envoyée, tu avais posé la question, donc qu'est-ce qui est politique dans le geste de savoir réparer sa machine à laver? Et donc je vais répondre à ta question que tu n'as pas posée, mais que je me pose moi-même. C'est de l'anti-improvisation du coup. Donc je dirais, c'est une très bonne question, parce que la machine à laver renvoie à tout un univers qui est connecté à cette machine à laver. Donc je t'imagine donc toi en train de pouvoir réparer ta machine à laver. Donc peut-être tu vas aussi être amené à réparer ou prendre plus soin de tes vêtements. Peut-être tu vas te mettre à la couture. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime bien bricoler, je ne sais pas si c'est le cas, mais tu vas peut-être aussi mettre les étagères dans ton appartement. Tu vas t'intéresser au jardinage. Donc ce n'est pas nécessairement
la capacité de réparer un objet, mais le geste ou la volonté de réparer, de bricoler en général les choses qui nous entourent. Et donc ça nous renvoie aussi à la question de la réparabilité ou l'indice de réparabilité. Donc peut-être quand tu as acheté ta machine à laver ou ta perceuse pour mettre tes étagères chez toi, tu as regardé, ah oui, l'indice de réparabilité sur cet objet dit ça. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en politique au niveau européen pour dire que des objets devraient être ou rester réparables pendant un certain moment. Donc ça, c'est une autre façon de voir le fait que, ou de dire les objets sont politiques, ou le geste de savoir réparer, c'est quelque chose de politique. Et juste avant la pause, on avait l'atelier paysan qui nous expliquait un peu leur travail à la fois technique, mécanique, mais aussi politique. Et là aussi, chez l'atelier paysan, on voit que le geste de savoir bricoler, adapter, réparer, oser toucher aux machines, c'est quelque chose de fondamentalement politique. C'est vraiment un combat, un positionnement politique. C'est pas seulement économiser de l'argent ou avoir la tête dans les guidons, mais pour l'atelier paysan, c'est l'idée plus large qu'il faut politiser la question des équipements agricoles, que les machines sont trop grandes, trop chères, trop standardisées, pas adaptées au travail. Donc, il faut reprendre la main sur les machines. Et donc là, la paysannerie est un très bon exemple où vraiment le geste de bricoler, ça a vraiment tout un coloriage politique. Fanny, de ton côté, tu as remarqué que dans toutes ces pratiques, notamment pour les ménages modestes, certains s'en sortaient mieux que d'autres, parfois, grâce à certaines pratiques. Et peut-être pour faire un tout petit lien avec ce que disait Morgane, est-ce que ça tient potentiellement au fait de le faire de manière politique, dans le sens de se mettre avec plusieurs personnes, de partager ses connaissances, comme le racontaient les personnes de l'atelier paysan juste avant, ou tout seul dans son coin, avec ses petits tutos YouTube, comme on le voyait hier soir. Est-ce que ça peut jouer? Ou sinon, quels sont les éléments que tu as pu observer qui faisaient que parfois ça marche mieux que d'autres par rapport à l'objectif recherché, qui peut être soit de sobriété, soit simplement de flottabilité économique? Alors, pour commencer, merci pour ta question. Pour commencer, les débrouilles rurales, elles sont éminemment collectives. C'est-à-dire que les personnes politisent ou non leur mode de vie, sans entraide, il n'y a pas de débrouille rurale. En gros, constamment, quotidiennement, il y a des échanges de matériaux, d'objets, de services et donc de savoir-faire. En gros, le recours au tuto, il est secondaire par rapport au recours à des personnes qu'on connaît. Donc en gros, on va prioritairement aller chercher l'info et les compétences et les connaissances et les savoir-faire chez des gens de son entourage. On sait que machin est bon en maçonnerie, machin est bon en réparation de lave-linge, voilà. Et donc c'est comme ça que ça va se faire. Il y a une espèce de spécialisation aussi au niveau du réseau d'entraide. Et donc, et les réseaux d'entraide sont après de tailles différentes en fonction des personnes. Donc en fait, ce que j'ai observé, c'était que les modestes économes sont un groupe cohérent, qui n'en reste pas moins hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a des petites différences socio-économiques qui font que j'ai catégorisé 4 sous-groupes sur lesquels je ne vais pas forcément revenir là parce que c'est pas vraiment le propos. Et du coup, c'est pas qu'il y en a qui se débrouillent mieux que d'autres, c'est qu'ils se débrouillent différemment et en mobilisant des ressources et des pratiques différentes. C'est-à-dire notamment en fonction des configurations des espaces domestiques. En gros, il y en a qui ont accès qui ont des maisons. Donc la plupart sont propriétaires, mais il y en a qui sont propriétaires aussi d'un terrain, voire d'une parcelle de forêt. Donc en fait, ça facilite le fait de pouvoir faire son bois, déjà chez soi, quoi, en fait. Quand d'autres, notamment des femmes qui, par le passé, ont été propriétaires de leur maison, se sont séparées de leur ex-conjoint, ont perdu la maison, se sont retrouvées avec leurs enfants à devoir louer quelque chose, souvent sans terrain, et puis en ayant perdu de l'argent. Et donc, elles vont un peu plus que d'autres se tourner vers des bonnes affaires, et donc voilà, plutôt marchandes, mais tout en mobilisant un réseau pour avoir accès à du bois, pour avoir accès à des légumes, etc. Et donc, en fait, il y en a qui vont politiser leur mode de vie. Il y en a d'autres qui ne vont pas le politiser en disant c'est l'ordre de la contrainte, etc. Ce qui n'empêche que, et ça c'est quelque chose qui est aussi important, que si leurs pratiques économes sont guidées par des contraintes économiques, en fait, que toutes et tous partagent, il y a aussi des dispositions morales, donc c'est-à-dire des manières de penser et d'agir qui relèvent de la morale, qui est de l'ordre de, en fait, moi j'ai toujours fait ça comme ça, j'ai toujours bricolé, j'ai toujours fait durer, j'ai toujours pas jeter ce qui fonctionnait encore, j'ai toujours
pas acheter ce que je pouvais avoir gratuitement parce que je le fais ou parce que je le fais faire. Et du coup, c'est aberrant de acheter ou de jeter voilà, un truc qui peut encore servir. Donc là, c'est aussi important parce que souvent, quand on parle de classe populaire et d'écologie, on s'en tient à quelque chose de purement contraint économiquement, alors qu'en fait, il y a aussi complètement tout un versant moral en fait, qui fait qu'on continue à faire durer. Et peut-être pour terminer aussi sur une question de genre, parce que je ne sais pas si c'est une question que tu voulais poser après ou voilà, parce que je pense que quand on parle de technique, de bricolage, on pense... il faut, ça renvoie absolument au genre, et je pense qu'on n'en a pas assez parlé depuis hier. C'est-à-dire que dans mon enquête, l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées, donc pour moitié des hommes, pour moitié des femmes, dans l'enfance, ont appris à bricoler ou à faire durer les objets dans des foyers souvent contraints économiquement, etc. Et en fait, par contre, dans la suite de leur trajectoire, les hommes ont beaucoup plus continué ce lien avec la technique, notamment en faisant certains CAP, certaines formations qui font qu'ils ont continué à se former dans la technique et notamment moi, par exemple, à un moment, j'ai fait un séjour d'enquête avec un homme pendant 10 jours. Et en fait, pendant 10 jours, j'ai passé 10 jours qu'avec des hommes à bricoler ci et là. Mais en fait, j'ai pas vu une seule femme parce qu'on était dans un truc de bricolage aussi très légitime. Parce que le bricolage, c'est aussi faire du tricot, coudre, etc. Mais ça, c'est des loisirs féminins populaires beaucoup plus invisibilisés, bien qu'aujourd'hui, il y ait une certaine réappropriation bourgeoise de ces pratiques. Et donc, en fait, par contre, il y a des femmes qui, notamment ces femmes-là dont je parlais, qui sont retrouvées à devoir louer une maison, etc. Et donc, qui se sont retrouvées seules, je veux dire, à vivre seules, c'est-à-dire sans homme en cohabitation. Elles m'ont dit, en fait, quand je me suis retrouvée seule comme ça, j'ai bien dû me remettre à bricoler, à refaire les joints de la salle de bain, à faire des trous à la perceuse. Et en fait, du coup, aujourd'hui, je bricole beaucoup plus et avec des discours de nous, les femmes, on n'est pas plus bêtes. Enfin, voilà, il y a vraiment ce discours-là. Et aussi le discours de, en fait, je ne me remettrai pas en ménage avec un homme parce que je vois bien la forme d'émancipation aussi qui a été permise par le bricolage. Je garde ça pour la question d'après. Et tu reconnais du coup un peu ce que disait Morgane, que justement on se sent auprès de tes enquêtés, qu'il y a cette affirmation positive, ça me libère, ça me permet de ne plus avoir à dépendre de quelqu'un. C'était aussi ça le... Oui, ça va surtout être... Alors, les femmes, il y a des fois une certaine forme de « je veux pas dépendre d'un homme », mais il y a aussi le fait de... Souvent, ils disent « je me débrouille seule », mais en fait, c'est pas seule à proprement parler, c'est seule par rapport aux institutions administratives, etc. Et en fait, c'est avoir le moins à faire possible à la CAF, aux impôts, à Pôle emploi, France Travail, et donc à rechercher des formes d'autonomie aussi qui restent relatives, mais qui leur permettent donc de s'en sortir avec des ressources qu'ils maîtrisent en fait de manière beaucoup plus fiable, qu'on peut plus compter sur son voisin que compter sur la CAF, quoi, grosso modo. Ce qui fait écho à ce que disaient les paysans tout à l'heure aussi sur la question de l'autonomie ou non vis-à-vis des services publics. Julie, toi de ton côté, tu as croisé une espèce que j'ignorais avant de te lire. Ce sont les longéviteurs. Est-ce que tu peux nous dire qui ils sont? Et éventuellement, si tu as vu ça aussi, est-ce que ces personnes-là ont un rapport à cette question de l'autonomie ou de l'autarcie potentiellement qui est venue s'insérer dans ces discussions? Alors, ça, c'était de l'impro aussi. Ouais, c'était. Vous voyez un peu les coulisses en même temps. Donc, qui sont les longéviteurs? C'est un peu, ça reprend un peu ce que je vous disais tout à l'heure, mais moi, quand j'ai commencé à enquêter, du coup, je me suis dit, je vais vraiment prendre la chose la plus large, qui est, je veux avoir des gens qui, à un moment de leur vie, se sont posé la question de faire durer un de leurs objets. Donc ça peut être, t'as tapé sur internet réparer lave-linge modèle machin. Ça peut être t'es allé dans un repair café justement. Ça peut être avoir signé une pétition contre l'obsolescence programmée. J'étais pas mal en lien avec HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui est une asso qui milite pour faire reconnaître l'obsolescence programmée comme un délit. Enfin ça c'est déjà reconnu, mais du coup pour les faire, pour plutôt aller vers des procès. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, ça reste un peu vague. Les longéviteurs, si on regarde dans les stats, et après j'arrêterai de parler de stats parce que vraiment c'est pas mon boulot, mais quand même, qui c'est qui fait le plus réparer ces objets? C'est les ruraux et les classes populaires.
moi j'ai décidé d'enquêter sur des urbains aisés. Par pur esprit d'opposition, non, mais aussi parce que y avait justement des travaux qui avaient été faits ou qui étaient en train d'être faits, et en vrai maintenant ma grande frustration c'est de ne pas avoir bossé sur ce terrain-là, donc j'ai envie d'y retourner. En attendant, j'ai travaillé du coup surtout sur des urbains aisés, en me disant bon, alors eux, a priori, ils sont pas contraints économiquement, ils sont en ville, donc ils pourraient consommer plus peut-être, parce que c'est facile d'être tenté par acheter plein de trucs. Bon, vraiment question de base au tout départ, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'il y en a quand même certains qui vont faire durer ? Voilà, et donc je suis partie un peu là-dessus, et effectivement, on a des profils qui sont très très variés. Juste pour que vous ayez une idée, donc les longéviteurs, pourquoi je dis ça ? C'est parce que je parle de pratiques de longévité. Longévité pour dire faire durer les objets. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée ce terme, mais il est resté, donc voilà, prenons-le. Et pratique de longévité, ça permet de regrouper énormément de choses en fait. Je les ai découpés en 3 ensembles. Le premier, c'est vraiment par ordre chronologique, la carrière de l'objet dans le foyer, quoi. Donc le premier ensemble, ça va être les pratiques que j'ai appelées d'acquisition durable. Donc c'est le fait de, avant même de se procurer un objet, de se poser la question de peut-être je vais acheter moins, donc je vais renoncer, peut-être que je vais l'acheter d'occasion, ou peut-être que je vais acheter un truc qui soit le plus durable possible, donc je vais regarder des critères pour essayer de trouver un objet qui dure, etc. Après, au milieu, une fois que l'objet est rentré au sein du foyer, il y a les pratiques que j'ai appelées de préservation. Donc c'est là où on retrouve la réparation, c'est là où on retrouve aussi toutes les pratiques qui sont souvent invisibilisées, mais de maintenance, d'entretien, le fait de prendre soin. Et il y a vraiment différentes manières de prendre soin. Entre les femmes et les hommes, c'est pas pareil également. Il y a toujours des effets de genre là-dessus qui sont intéressants. Donc voilà, et ça peut être aussi juste avoir gardé son canapé depuis 30 ans parce que voilà, ça nous va, quoi. Et en fait, des fois, ces pratiques-là, c'est pas des pratiques qui sont actives finalement. Quelque part, ne pas trop regarder les objets chez soi, c'est plutôt une bonne manière de les faire durer parce qu'on n'est pas tenté de les renouveler. Et le dernier ensemble, ça va être les pratiques de prolongement, donc le fait de, une fois qu'on a un objet dont on veut se débarrasser, de se dire, tiens, je vais essayer peut-être de le donner, de le revendre, de trouver un peu d'autres débouchés alternatifs à juste le jeter. Et en fait, vous voyez bien que là, ces pratiques, elles sont hyper variées, et qu'en même temps, il y a vachement de motivations différentes à aller vers ces pratiques-là, potentiellement. Et donc, on a des profils qui vont être différents parce qu'ils sont amenés par des motivations qui n'ont rien à voir. Il y en a qui vont être plutôt sur le registre de... ça, c'était plutôt une partie des gens qui venaient de l'association HOP, du coup, qui avait un registre vraiment de l'anti-arnaque. Il y en a marre de se faire arnaquer par les fabricants. On veut justement reprendre le pouvoir aussi et reprendre son pouvoir d'achat par ailleurs. Et donc, un régime plutôt de lutte, de défense de défense des consommateurs. Ça peut être cette raison-là, ça peut être des raisons écologiques, de se dire en fait ça coûte à l'environnement de produire tous ces objets-là. Ça peut être des raisons aussi politiques de lutte contre la surconsommation, de dire le capitalisme, je me reconnais pas là-dedans, j'ai pas envie de surconsommer. Et puis des registres aussi plus de l'ordre du plaisir, déjà le plaisir de faire durer, le plaisir juste de garder son objet longtemps parce qu'on y est attaché, et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi. Je pense que vous avez tous et toutes des objets souvenirs un peu, ou des objets auxquels vous êtes attachés au fur et à mesure du temps, et puis le plaisir de la bricole aussi, mais on en reparlera peut-être. Donc ça fait énormément de motivation, énormément de raisons, et des profils qui sont du coup très très variés, et peut-être je m'arrête là parce qu'il ne faut pas prendre trop de temps de parole. On prendra un petit temps pour les questions juste après. On va faire circuler le micro. Morgane, de ton côté, tu t'intéresses beaucoup à la manière dont les connaissances circulent, beaucoup aux marges ou aux frontières du monde académique. De quelle manière ces connaissances sur la bricole, etc., évoluent au sein de ces groupes, et dans quoi est-ce que c'est différent de la sphère académique, universitaire éventuellement ? Oui, ce sujet m'intéresse depuis pas mal d'années. Et donc, j'ai enquêté, entre autres, sur 2 terrains. Un terrain, c'est l'Atelier Paysan, qu'on vient de voir. Et l'autre terrain, c'est le Low-Tech Lab, donc un collectif qui s'est monté d'abord à Concorneau il y a 12 ans environ, et qui a fait ses petits dans différentes villes, comme Grenoble, mais aussi dans d'autres pays, en Belgique notamment. Et donc, j'ai enquêté sur ces 2 terrains en m'intéressant à la fois à la façon très concrète
de partager, diffuser des connaissances, mais aussi à une variante plus, on va dire, codifiée ou plus textuelle. Et donc, ce qui m'a intéressé dans les gestes, dans la transmission, on va dire, dans un lieu particulier, c'est que, par exemple, les formations de l'atelier paysan ou les démonstrations ou les ateliers qu'on organise pour pouvoir autoconstruire ou réparer des outils, c'est vraiment des endroits où il y a une chorégraphie très impressionnante. C'est-à-dire, d'abord, donc, on trouve un lieu où on va dans un Fab Lab, un makerspace, etc. On commande peut-être du matériel, dans le cas de l'atelier paysan, toutes les fournitures, tout le bois, tout le métal, etc. On va pendant un jour ou plusieurs jours être là sur place. Et si vous observez les formations, donc il y a à la fois du savoir, il y a des plans, il y a parfois des livres ou des guides ou des manuels qui sont amenés, mais tout se joue surtout sur le geste. Et donc, on va souder, percer, meuler, faire plein de choses ensemble. Les stagiaires ou les participants aux ateliers vont quand même aussi tourner entre les postes, parce que l'idée, c'est d'apprendre en fait tous les gestes de la construction d'une machine ou de la réparation d'une machine. Et donc, ce qui m'a vraiment frappé dans ces formations, c'est le côté à la fois très collectif, très convivial, et aussi la joie de faire ça. Et donc les gens qui suivent des formations de l'atelier paysan, c'est 5 jours, du matin à 8h jusqu'au soir à 8h, typiquement. Et donc c'est du travail dur, c'est physique, c'est épuisant, mais ils disent on n'a jamais aussi partagé, c'était très joyeux, je garde encore des contacts des années après. Je me suis fait un ami qui habite à 50 ou 100 km, on se voit tous les 2-3 week-ends. Donc c'est un lieu qui est quand même un lieu assez convivial. Et l'autre endroit, donc là c'est vraiment, les formations, c'est les gestes, les savoirs, ce qu'on a un peu appelé les savoirs tacites. Donc en sociaux ou dans d'autres domaines, on fait souvent la distinction entre savoir tacite et savoir codifié. Savoir tacite, c'est quand tu as appris à faire du vélo. Tu n'as pas lu un manuel à la maison, ou ton père ou ta mère n'a pas donné un truc. Lis ça et après tu feras du vélo. Non, t'es allé dehors, ton père ou ta mère t'a poussé, t'es tombé plusieurs fois, t'as pleuré beaucoup et après tu as réussi. Donc un savoir tacite, c'est il faut le faire en action. Si tu ne vas pas apprendre en lisant, mais il faut le faire, c'est en faisant. Le savoir codifié, si je te demande dans un cours de géographie de savoir par cœur toutes les capitales de tous les pays du monde, ça c'est quelque chose qui peut circuler par un texte. Tu n'as pas besoin de visiter toutes ces villes, tu peux juste lire Wikipédia ou le texte que je t'ai imprimé. Donc savoir codifié versus savoir tacite. Et donc, à part des formations, ce qui m'intéresse aussi, c'est les tutoriels. Et donc, j'ai passé des heures à regarder les tutoriels de l'Otech Lab et de l'Atelier Paysan, qui sont des choses très intéressantes. Donc, hier, qui a vu le spectacle hier? Vous levez la main. Donc, quand même, la grande majorité des gens. Et donc, les tutoriels, c'est qui m'a... Pour les autres, c'était un spectacle qui montrait justement des personnes qui apprendraient tout par tutoriel, donc comment marcher, comment respirer, etc. Et ce qui est marrant, en fait, ça codifie des savoirs tacites, oui, c'est ça le... Et le tutoriel, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est aussi le registre des émotions, de l'humour ou des bêtisiers. C'est quelque chose que je n'avais pas vu avant. Avant, j'avais enquêté pas mal sur les amateurs en sciences, les amateurs en histoire naturelle, qui coproduisent des savoirs avec des gens dans des institutions. Et là, il y avait quand même une tonalité, il y avait du sérieux, mais il y avait aussi beaucoup de légèreté, de l'humour, des émotions, des frustrations, des rires, des danses et tout ça. Et donc ça j'ai trouvé vraiment intéressant, le côté à la fois on construit un truc, mais il y a aussi beaucoup d'affect. Et donc j'ai analysé et ça m'a beaucoup intéressé cette forme quand même assez particulière des tutoriels. Et hier le spectacle, je l'ai adoré. Pourquoi? Parce que je trouve que c'était un très bon exercice de décomposition de ce qu'est un tutoriel. Un tutoriel, vous savez, vous voulez réparer. Moi, par exemple, j'ai regardé un tutoriel une fois quand il fallait changer le siphon, un siphon chez moi. Et donc, le tutoriel, pourquoi c'était drôle hier, le spectacle? Parce que ça montrait vraiment ce que c'est un tutoriel. Un tutoriel, c'est à la fois des gestes, c'est à la fois des images et c'est à la fois du texte. Et toutes les situations un peu comiques hier, c'était...
si on transmet que le texte, donc hier on a pu écouter un tutoriel et c'était quelqu'un qui était en train de montrer comment ouvrir une huître, mais sans les images, on ne comprenait rien du tout. Alors là, tu ouvres, voilà, et donc sans images, ça ne marchait pas. Et donc c'est vraiment le spectacle hier m'a quand même amené à creuser encore, donc je vais inclure ça dans mon livre que je suis en train d'écrire, que... on ne peut pas séparer le geste, l'image et le texte. Et en même temps, le spectacle commençait donc, par un des acteurs qui était en train de... Donc il marchait, donc la marche, c'est le déroulé du genou, voilà. Et donc ça donnait un truc très très comique parce qu'on ne peut pas non plus textualiser tellement ou codifier tellement la marche. La marche, c'est un truc comme ça, tu n'as pas besoin de... Et donc, pour moi, l'humour, il était basé sur le fait que si on enlève une partie du tutoriel, ça rend ridicule ou comique et très, très drôle le truc. Donc, c'était vraiment une analyse très, très fine de ce que c'est un tutoriel, finalement. Et alors, Fanny... pas forcément que sur le tutoriel, mais sur ce que disait Morgane juste avant, c'est que ces pratiques, elles se font du côté de l'atelier paysan, ou quand on se retrouve en collectif comme ça, dans la joie. Est-ce que dans le cadre des personnes que tu as suivies pour ton travail de thèse, c'est aussi vécu comme de la joie, de l'émancipation, etc. Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt vecteur de stigmatisation potentiellement, parce que repriser ses t-shirts, parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'en acheter d'autres, ça peut aussi être quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire. Peut-être qu'on préférerait acheter un truc sur Shein ou sur Temu et ne pas avoir besoin de savoir maîtriser ces pratiques. Peut-être pour du coup revenir, mais ça va faire le lien sur les tutos et sur comment est-ce qu'on apprend. En fait, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Je disais, du coup, comment est-ce que tu as appris ? Comment tu as appris à faire ça ? Comment est-ce que tu as appris à conduire un tracteur ? Comment est-ce que tu as appris à utiliser une bêche ? Enfin, n'importe quoi. Et j'avais souvent, alors une réponse un peu provoque, mais c'était j'ai pas appris, j'étais là. Et donc, c'était vraiment la transmission, donc je trouve, de savoir tacite, en fait, enfin, juste d'une socialisation à la bricole, qui fait que ça les amenait aussi à se moquer des gens qui aujourd'hui suivent des formations. Alors, je ne sais pas exactement lesquelles est-ce qu'ils visaient, mais en tout cas en disant ils veulent qu'on leur décortique, et donc ça fait penser au truc de la marche, ils veulent qu'on leur décortique chaque mini-geste, etc. Mais en fait, pour apprendre, il faut essayer, il faut se tromper, il faut se faire mal. Pour apprendre à planter un clou, il faut le faire 50, 100 fois, etc. Et à la fin, on y arrivera. Enfin, en gros, c'était le discours qui m'était tenu, le discours aussi d'un rapport au corps très fort, de dire en fait les outils aussi on sent quand on l'utilise bien parce que je ressens ça dans mon bras, je ressens ça dans mon corps, si je le tiens mal aussi ça me fait mal au dos, d'où aussi le fait que les outils étaient les seules choses qui étaient achetées neuves. Ils achetaient rien de neuf, sauf les outils, alors soit on en héritait, mais en gros il fallait des bons outils, des outils sur lesquels on peut compter. Et donc j'ai aussi observé, notamment, j'ai assisté à des scènes de mécanique où quelqu'un qui avait un CAP mécanicien dans sa jeunesse, qui du coup aidait les jeunes personnes à faire de la mécanique, j'ai pu observer comment est-ce que du coup il transmettait ses savoir-faire, etc. Sur la question de l'émancipation, etc., ce qui est un peu lié, c'est que si j'ai pu aussi observer si facilement, si j'ai pu être accueillie si facilement dans les ménages, etc., c'est que, notamment en commençant à parler de débrouille, involontairement au début, je l'utilisais vraiment dans son sens commun, je cherche des gens qui se débrouillent, etc., et c'est comme ça que j'ai eu accès à des premières personnes, notamment par des associations comme Solidarité Paysan, Secours populaire, famille rurale, etc. Donc, 2 personnes potentiellement en difficulté financière, administrative, etc. En utilisant le terme de débrouille, de fait, j'avais déjà fait un espèce de tri implicite entre les personnes qui considèrent se débrouiller et celles qui considèrent être plus dans la galère. Et du coup, considérer se débrouiller, il y a aussi déjà une connotation assez positive et c'est lié à beaucoup de fierté. Et donc moi, quand j'arrivais chez les gens qui acceptaient évidemment que j'aille chez elles et chez eux, j'avais, même sans le demander, des visites de la maison qui m'étaient proposées directement en disant en fait, mais vas-y, attends, je vais te montrer là ce que j'ai bricolé avec des barreaux de parc à enfants en bois, j'ai fait tel bac à chaussures. Enfin, il y avait que des trucs comme ça de comment est-ce que, en fait, j'ai fait des formes d'innovation, d'invention plutôt,
un credo un petit peu, c'est faire avec ce qu'on a. En fait, on récupère, ci et là, on stocke. On a aussi les compétences qu'on a ou que ses proches ont, et à partir de ça, on bricole, quoi. Et donc, c'est aussi lié à une forme, ce que je disais, d'ascétisme économique, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas d'argent pour des trucs qu'on peut avoir autrement. Et du coup, il y a aussi c'est pour ça qu'il y a une forme aussi qui se détache de la stigmatisation en disant, en fait, ils me disent souvent, si j'avais plus d'argent, je ferais pareil. Alors, c'est difficile de savoir, etc., parce que notamment, il faut aussi pas tomber dans une forme de romantisation un petit peu de ces modes de vie en disant vraiment c'est extraordinaire, ils sont libres, ils sont autonomes, etc. C'est des personnes, toutes les personnes que j'ai rencontrées restent contraintes par des modalités économiques restreintes et qui, dans tous les cas, restent aussi assignées à leur position sociale et qui, même si elles voulaient, elles ne pourraient pas exactement changer. Et puis j'avais une dernière idée qui m'est échappée, mais ça va peut-être me revenir. Ouais. Tu nous diras si ça revient. En pensant un tout petit peu à ce qui nous attend juste après, on peut commencer aussi à penser à des personnes qui ont soudé, cloué des trucs toute la semaine et que tu as suivi attentivement. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu ce qu'on va voir et surtout comment est-ce que ça s'est produit, et puis ton regard de sociologue sur La Grande Bricole, qui est donc le spectacle qui nous attend juste après. Je te pique le micro. Ouais, un grand merci aux organisatrices du festival pour l'invitation, parce qu'effectivement, j'ai pu passer du temps sur ce chantier un peu étrange qui a lieu de l'autre côté, là. Bon, j'imagine que vous l'avez un peu vu si vous êtes allé dans la cour. Donc c'était une occasion pour moi de suivre cette aventure-là qui était, alors au départ, vraiment, l'ambition c'était... On va mettre une compagnie de théâtre qui veut construire un circuit de billes géant, car c'est leur mission dans la vie en général. C'est des gens qui font du théâtre de rue. Et donc ils font des super trucs, souvent à base de matériaux de récup, et ils font des grandes scénographies. Avec des habitantes du coin qui auraient les compétences et donc profiter des personnes du coin qui savent un peu bricoler ou même qui commencent et qui pourraient apprendre et faire un peu un melting pot avec ce chantier participatif donc, qui s'est déroulé une semaine à partir du 13 mai et puis ensuite une semaine de pause et puis une semaine là. Du coup, moi, j'ai suivi le démarrage et puis j'ai suivi à peu près la semaine qui vient de se passer depuis mardi. Et donc l'idée, c'était d'observer ça et d'observer un peu ce que ça donne en termes de partage, de qu'est-ce qui se tisse comme lien. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, là, on a une initiative qui consiste à rendre visibles des choses qui parfois sont invisibilisées. C'est-à-dire qu'on va mettre sur la scène, en l'occurrence culturelle, d'un lieu culturel, un chantier ouvert au public où on peut venir même observer des choses, pas forcément participer. Et donc, des pratiques qui sont parfois réservées au chez-soi, à de la bricole qu'on va faire individuellement, là, sont rendus visibles. Un autre point intéressant, c'est qu'on rend visible des pratiques. Alors, ce que vous allez voir là, vous pensez que tout a été créé de toutes pièces. En fait, pas vraiment. La compagnie avait déjà un petit peu la base du circuit de billes, mais se poser la question de rendre le circuit plus facile à monter, parce qu'avant, ils avaient toutes les pièces qu'il fallait assembler en les clouant, vissant, voilà. Et puis là, l'idée, c'était d'avoir des petites pièces de métal qui permettent d'emboîter plus facilement, et donc de monter le circuit, comme ils sont itinérants, ça simplifie beaucoup leur travail. Donc ça, c'est un des chantiers qui ont eu lieu. Mais ce chantier, j'ai trouvé super intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment justement des pratiques très très fines où on va pas faire quelque chose de spectaculaire. On a déjà un matériau qui existe, mais en même temps, on va le transformer à la marge. Et donc, c'est un peu une forme de maintenance en même temps. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant et aussi juste de rendre visible le chemin en fait pour y arriver. C'est-à-dire que là, et d'ailleurs c'était un peu la tension pour tous les gens qui ont participé, mais c'était qu'il y avait un peu deux objectifs en même temps. C'était à la fois on est là pour se rencontrer, on est là pour partager des compétences, donc on s'organise, voilà. Des fois il y a des personnes qui savent pas forcément souder, on a besoin de soudure, mais donc les personnes qui savent pas souder, on va les mettre ailleurs, etc. Et puis on prend le temps de discuter ensemble, de se partager des choses, et en même temps il y a une deadline, il va être bientôt 18h30 et il va falloir faire circuler une bille sur le circuit. Et donc vraiment la tension en fait entre l'expérience
et un peu le régime de productivité quand même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'accent était quand même mis sur... en fait, ce qui est important, c'est de partager. C'est pas forcément d'être dans cette optique peut-être un peu capitaliste du produit fini, d'avoir quelque chose qui fonctionne à la fin. On verra si ça fonctionne ou pas, le suspense est total. Mais l'essentiel, en fait, c'est de voir ce qu'on partage de collectif, de voir les liens sociaux qui se créent. On a eu des participants qui sont venus énormément de fois. Là aussi, il y a un petit effet de genre, mais pas que. On a eu des participantes aussi. Et voilà, et d'avoir du partage de compétences aussi qui se fait. Il y a des gens qui ont appris à souder, il y a des gens qui... ont donné aussi des compétences à la compagnie en disant en fait, moi j'avoue que j'ai une habitude de m'organiser de manière assez rationnelle parce que j'ai bossé un peu dans la métallurgie et donc ça se transmet aussi dans l'autre sens. Et puis beaucoup de contournements aussi d'objets. Il y a une remontée de billes là que vous allez voir qui est alimentée, si elle marche, par un moteur d'essuie-glace. Et voilà, et c'est vraiment ça l'illustration de la bricole en fait. C'est justement, tu disais faire avec ce qu'on a, et là c'est ça, on a du matériel à disposition, on a un peu une idée de ce qu'on veut faire, et puis après on est créatif avec ce qu'on a, et ça sort des choses qui ne sont pas des choses prévues dans le script marchand de l'essuie-glace, par exemple, du moteur à essuie-glace. Et c'est vraiment toutes ces pratiques de contournement qui sont hyper intéressantes à observer aussi. Et j'imagine que tout ça rentre parfaitement dans la grille que tu as conceptualisée, Morgane, pour t'intéresser à ces pratiques qui sont autour de partager, bricoler, contourner, hacker, matérialiser, autonomiser et libérer. Et peut-être pour la question de conclusion, avant qu'on commence à discuter tous et tout ensemble, comment est-ce que tout ça s'applique à des gros projets comme ceux qu'on a mentionnés sur chacun des temps de ce festival, par exemple les data centers, les autoroutes, toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on arrive, avec nos petits savoirs citoyens, notre bricole, notre débrouille, à nous emparer, à questionner, à conceptualiser des choses qui sont éminemment technocratiques, pensées d'en haut, et qui semblent échapper à ces possibilités de débrouille? Oui, c'est une question importante. Et en fait, je bute un peu à cette question. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas trop fait la distinction lors de toutes les discussions qu'on a eues entre technologie et infrastructure. Et je crois que mon analyse, ou ce que moi j'observe, c'est des gestes, des actions, des gens qui partagent des savoirs autour des savoirs, des sciences, des technologies. Donc, on est au niveau spatial physique, on est dans quelque chose qui pourrait rentrer dans cette pièce. Un data center, c'est aussi des technologies, mais c'est plutôt un composite de technologies. C'est un immeuble, c'est des systèmes de climatisation, c'est des multinationales, c'est l'utilisation d'eau et d'espace, etc. C'est des réglementations. Donc, c'est un truc très, très, très grand. Et donc, je dirais simplement, mon langage, je suis un grand fan des verbes, donc tous les verbes que tu as listés, donc contourner, hacker, bidouiller, immatérialiser, etc., ouvrir, etc., ça, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, ça, pour, disons, je ne peux pas, avec cet outillage, ces verbes, m'attaquer au data center, mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a quand même vu dans les discussions par rapport aux exemples de Grenoble ou dans d'autres villes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au data center? Mais on a quand même une certaine prise. On peut cartographier, on peut contester, on peut manifester, on peut calculer, parce qu'une des questions qui a été aussi soulevée, qu'on ne va pas faire une analyse de cycle de vie, on ne va pas regarder peut-être l'impact, etc. Donc, une façon de critiquer, de contester, de mettre en débat un data center, c'est de proposer une façon de calculer, de rendre visible, d'expliciter ce côté, cet impact écologique, environnemental qu'a un data center. Et j'avais un autre truc à rajouter. Non, je me demandais si incendier, ça faisait partie du vocabulaire. Oui, mais dans le livre de l'Atelier Paysan, on reprend la terre aux machines, il y a le mot saboter. On a cité aussi Andreas Malm, comment saboter un pipeline. Donc voilà, ça c'est le spectre est large entre critiquer à travers un article, à travers un livre comme Technolutte, ou aller saboter physiquement. Il y a tout un spectre
de technocritique. J'ai fait un article ou 2 articles dans une revue qui s'appelle AOC, et dans la deuxième partie, je m'intéresse aux formes de la technocritique. Et donc, il y a différentes formes. Ça peut aussi être la caricature, ça peut être ridiculiser, ça peut être écrire, ça peut être de manifester, de bloquer, etc. Et je dirais, la question, pour moi, elle est intéressante. Donc, qu'est-ce qu'on a comme prise, on va dire, citoyenne, ou qu'est-ce qu'on a comme façon de mettre en débat, de critiquer, de contester les technologies, si cette technologie est très large. Et souvent, la question que j'ai tout le temps, soit des étudiants, soit à des conférences, mais comment on passe à l'échelle, comment on fait un modèle de société. Mais je dirais, oui, la question se pose. On peut aller trouver des exemples. Donc, l'exemple que moi j'aime bien, c'est la construction, et la construction en terre crue. Ça, c'est un très bon exemple de matériel qu'on peut utiliser pour construire pas seulement un bâtiment de la taille de ce château, mais il y a un exemple que vous trouvez très souvent quand vous tapez terre crue, exemple classique, vous tombez soit sur le Mali, soit sur le Yémen. Et dans le Yémen, il y a une ville qui s'appelle Shibam. Et Shibam, c'est une ville qui compte plusieurs milliers d'habitants avec des bâtiments qui font jusqu'à 10, 11 étages. Donc on parle aussi parfois du Manhattan du désert. Et donc, on peut s'imaginer un système low-tech qui permet des chantiers participatifs, qui permet quand même une prise et une reprise, donc une maintenance, une réparation, qui ne passe pas par l'objet ou le matériau capitaliste par essence, qui est le béton, qui est une filière qui est industrialisée, qui est standardisée, qui est plus facile à assurer aussi. Et donc, on peut s'imaginer à plus grande échelle une forme d'infrastructure quasiment low-tech. Merci à tous les trois d'avoir commencé à déplier tout ça. On va pouvoir en discuter ensemble.